Bonjour à vous tous et toutes, chacun, chacune, sur cette chaîne Empowerment Sensible. C'est vrai que je dis un petit peu, je précise ça parce qu'avant, elle était destinée aux femmes hypersensibles. Aujourd'hui, elle est destinée à tout être qui se reconnaît sensible, hyper, ultra, extra sensible et qui a envie de vivre davantage, d'assumer davantage, de vivre plus léger aussi avec sa haute sensibilité. Et certainement aussi d'impacter les autres en assumant mieux sa haute sensibilité. Donc c'est pour ça que dans cette interview-là, que vous venez effectivement de rejoindre, eh bien je suis heureuse voilà, de vous souhaiter la bienvenue et heureuse de souhaiter la bienvenue à mon invitée du jour, Élise. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Élise, je vais te présenter un petit peu brièvement, mais au long de l'interview, bien sûr, tu sauras nous dire et certainement rejoindre les cœurs avec tout ce que tu es, ce que tu fais et ce que je dirais, tu inspires en fait dans tes actions, dans effectivement ta vie. Voilà, dans ce cycle d'interviews qui s'appelle Oser être soi, on le voit là. Donc, je pense que Élise, tu sauras bien nous inspirer là-dessus aussi. J'espère. Alors, Élise, donc tu es coach en énergie positive et tu accompagnes justement, plus particulièrement, les femmes hypersensibles qui ont envie de ne pas choisir, de ne pas devoir choisir leur bonheur, leur carrière et l'amour. C'est-à-dire, moi, si j'ai bien compris, elles ne veulent pas faire effectivement elles veulent tout avoir, mais tout être, j'allais dire, tout être pour tout avoir. Exactement, parce que en tant qu'hypersensible, on a tout le temps appris à se suradapter, à faire des masses de concessions sur qui on était et ce qu'on voulait. Et donc, du coup, moi, mes clientes, c'est les femmes hautement sensibles qui ont plus envie de devoir choisir entre être heureuse en couple, être heureuse au travail, être heureuse chez soi, dans leur corps, dans leur tête. Donc voilà, c'est fini les concessions pour les femmes hypersensibles parce qu'on mérite le meilleur et ceci est non négociable. C'est ma devise et c'est ce pourquoi j'accompagne les femmes aujourd'hui. Yes. Et ce non-concession, c'est le tout est possible, quoi, hein, j'entends derrière, hein, c'est ça. Donc, il y a un côté aussi fun et un côté plaisir que on remet, j'imagine, effectivement, dans sa vie. En tout cas, c'est comme ça que je le sens chez toi, qu'il y a vraiment ce côté-là et puis bon, le fait que aussi tu es donc chorégraphe et tu as cette sensibilité aussi très forte à l'expression par le corps. Je pense que c'est une voie royale entre nous. Tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est une voie royale aussi pour exprimer, vivre sa haute sensibilité et pouvoir justement le vivre un peu plus avec légèreté. Complètement, cette partie-là, c'est une atypie de plus, mais finalement, ce qui est bien, c'est que je parle à des gens atypiques. Donc, autant je pense que pour des normaux sensibles, une coach qui est aussi sur l'accompagnement danse, qui est une forme finalement de danse-thérapie, mais qui est surtout une danse bien-être et bonheur, ça peut surprendre, mais finalement, d'année en année, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça, je me suis rendu compte que j'attirais à moi des femmes qui avaient cette créativité, cet amour du son, de bouger, et finalement dans les hypersensibles. Et je pense que chez les artistes, si on pouvait étudier l'hypersensibilité par catégorie de gens, je pense que chez les artistes, je pense que l'hypersensibilité, elle est beaucoup plus que les 31% de la population globale. Je pense qu'on est plus proche d'une grosse moitié, voire plus, parce qu'il y a cette sensibilité artistique. Et je pense que tous les gens qui sont hypersensibles, qui nous regardent, ont souvent cette appétence. Et donc, du coup, moi, par le corps et par la danse, je me suis amenée à lier les deux et à travailler la confiance en soi, parce que ça peut pas être que mental. Ça peut pas être que, voilà, c'est une posture mentale et émotionnelle, mais c'est aussi une posture physique et c'est une forme de contact au réel, une forme de mise en pratique que je trouve super et qui est évidemment toujours dans la joie, puisque c'est mon fil rouge, que ce soit en coaching ou dans les accompagnements de danse, de faire en sorte d'avoir cette joie pour rayonner de bonheur, en fait, et aussi avec son corps, et parce que en fait, je reviens un petit peu à cet état d'esprit de aucune concession, en fait. Parce que, en tant que femme hypersensible, on s'est aussi beaucoup caché sur notre sensibilité et sur notre façon d'être. Et j'ai envie de donner cette image de oui, tu peux être hypersensible et positive et rayonnante et te montrer et être sexy et être bien en étant toi. Et en fait, finalement, on nous a tellement reclus dans un petit coin sur tu es trop sensible, t'es pas assez forte, t'es comme si t'es comme ça. Qu'en fait, je pense que je veux redonner en fait, pour moi, c'est cette émancipation et cette sublimation des femmes à travers à la fois le corps et à la fois leur vie intérieure. Donc voilà, pour moi, c'était complémentaire. Et finalement, j'attire à moi des femmes qui ont envie de
de rayonner avec cette même énergie. Yes, ça se sent, ça vibre. Ah oui, là, c'est dans les tripes de toute façon ce que je fais. Et je pense que c'est complètement dans l'air du temps aussi. Tu le vois, là, c'est un petit peu, j'ouvre le focus sur l'aspect social. Je sens, moi, un grand mouvement, en fait, de femmes, comme une révolution douce, mais certaine, en fait. Tu parles de sublimer, tu parles effectivement aussi de révéler, de rayonner. Et ce n'est pas contre les autres, ce n'est pas au détriment des autres, et notamment des hommes, mais c'est retrouver cette puissance et l'exprimer en fait au monde. Pour moi, c'est un rééquilibrage en fait finalement, presque, tu vois, dans la société. Surtout qu'une lumière n'en éteint pas une autre. Et je pense que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si tu mets 2 allumettes à côté, il n'y en a pas une qui va faire que l'autre est moins rayonnante. Et je pense que c'est ça, c'est redonner aussi la conscience aux femmes qu'elles peuvent briller en étant elles-mêmes. On était sur oser être soi, c'est vraiment cette thématique-là, de retrouver ce pouvoir et de briller, parce qu'en fait, on n'a jamais trop de lumière et aucune lumière n'éteint quelqu'un d'autre. Donc, du coup, c'est aussi arrêter de penser que si on est soi, si on s'affirme, si on est heureuse, si on est bien, les autres le sont moins, parce que c'est pas le bonheur, c'est pas un gâteau qui se partage, c'est une énergie illimitée. Et donc, du coup, c'est redonner cette place et cette confiance de pouvoir se sentir bien, parce que vous avez la place de l'être et que c'est normal qu'on le soit, et on s'est beaucoup trop affaibli, caché, minimisé pendant tant d'années. Et il est temps, effectivement, comme tu le dis, d'avoir cette révolution qui est aussi un petit peu sociétale, de redonner la place à cette femme qui s'est beaucoup trop cachée derrière à la fois des contraintes sociétales, économiques. Il y a beaucoup de choses professionnelles où on a été éteinte. Et je pense qu'il est temps de rallumer ça. Et c'est pour le bonheur des hommes. Moi, je le vois. Quand tu mets une femme épanouie dans son couple, le couple va bien. Quand tu mets une femme épanouie en tant que mère, les enfants vont bien. Quand tu mets une femme épanouie dans sa vie personnelle, dans son corps, l'environnement est rayonnant avec elle. Donc, ce n'est que positif, et pour soi, pour les autres et pour le monde. Comme je disais, tu l'incarnes et tu l'inspires. Est-ce que ça a toujours été le cas? Parce que tu vois, les personnes qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, c'est vrai que vous pouvez dire, mais ouais, j'ai l'impression que ça m'inspire, ça me donne envie, mais du coup, c'est compliqué. Je me sens pas comme ça, je me vois pas comme ça, et j'ai l'impression que c'est un monde. Donc, la question que j'aime bien et que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as eu un moment justement de révélation de ta haute sensibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché? Est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce que c'est un événement douloureux qui a fait que tu as senti effectivement que ouais, je comprends quelque part une grosse partie effectivement de mon fonctionnement, cette haute sensibilité? Alors, il y en a eu plein. Déjà, il faut savoir que j'avais absolument zéro confiance en moi. Et qu'on ne cherche pas le 100%. Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir 100% confiance en moi, c'est faux. Je cherche en fait toujours le 20-80. Je suis une adepte de la loi de Pareto, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. C'est comment je peux mettre un minimum d'action et d'effort pour un maximum de résultats. Et c'est aussi ce que j'apprends à mes coachés, parce qu'on a souvent ce perfectionnisme qui vient avec l'hypersensibilité, qui est que ça ira quand ce sera parfait. C'est pas parfait, et moi, c'est pas parfait. Et je pense que ça n'est parfait pour personne. Aucun coach, personne n'est arrivé à la fin. C'est juste comment on fait de son mieux et comment on vit bien avec ça, et beaucoup mieux. Et en fait, donc, j'avais absolument zéro confiance en moi. Autant la sensibilité, elle est acceptée chez les tout petits enfants, autant dès que tu grandis, tu deviens la trop sensible, la trop empathique. Voilà. J'ai eu plusieurs révélations. Je ne pense pas dire qu'il y a eu un événement. Il y a eu plein de... un peu comme ces fissures les unes après les autres, et certaines ont eu plus d'impact, mais malgré tout, il y a eu en fait à chaque fois ces failles qui se sont ouvertes. Je pense que ça a commencé effectivement quand dans la danse, puisque du coup je fais de la danse depuis que je marche, et ça a toujours été un fil rouge chez moi. J'ai détesté le milieu professionnel que j'ai côtoyé, parce qu'il n'y avait pas cette bienveillance qui faisait partie de mes valeurs fondamentales, ni au niveau du corps, ni au niveau du soutien émotionnel, etc. Et donc, je rentrais en pleurs chez moi. Et mes parents me disaient, mais tu t'en fous, c'est pas toi qu'on a critiqué. Et effectivement, c'était pas moi. Parce que jeune, j'avais ce corps comme je déteste qu'on le dise, où on te fait faire de la danse parce que t'es fine, où on te fait faire... C'est débile. Et en fait, justement, moi, j'ai grandi dans une maison des jeunes où je faisais de la danse. D'un point de vue, c'était une petite ville, etc. Enfin, c'était à côté de Marseille, et c'était quelque chose de voilà, pour tout le monde. Et donc, moi, j'avais pas eu ce rapport au corps-là. On s'entraidait toutes, etc. Et quand je suis passée en milieu professionnel ou professionnalisant,
D'un coup, ça devenait élitiste, compétition, etc. Et même si j'arrivais à me fondre en mettant un énorme masque et d'essayer de faire très peu de vagues, moi, je détestais que l'étoile qui était dans le couloir était en train de se faire traiter de grosse par la directrice alors qu'elle avait pris 300 grammes, que la petite de 8 ans était en train de critiquer le coup de pied ou les performances de l'un ou de l'autre. Enfin, et je rentrais dévastée. Mes parents me disaient, mais pourtant, on t'a rien dit à toi. Mais je lui dis, mais c'est pareil, ça me blesse pareil, en fait. Et c'était désarmant parce que non seulement je souffrais de voir aussi je pense, un univers s'effondrer pour moi, parce que pour moi, c'était tellement bienveillant, la danse, c'était tellement déjà ce truc de confiance en soi, de bien-être par le corps, parce que moi-même, j'ai eu des problèmes de santé ou des choses comme ça, où la danse m'a vraiment aidée et soutenue. Et en même temps, chez moi, vis-à-vis de mes parents, c'était l'incompréhension totale. C'était tu surréagis, t'en fais des caisses, t'es atteinte alors que c'est pas, voilà. Et en fait, ça a été déjà cette première faille par rapport à ma sensibilité. Je pense aussi les prises de tête, les 1000 questions, la sensibilité à l'audition, toutes ces choses-là qui ont été aussi mal comprises. Et donc, pendant toute ma jeunesse, jusqu'à il y a assez peu de temps, on va dire, par rapport à ma vie, mais jusqu'à ce que je devienne adulte, j'ai toujours pensé qu'en fait, on avait tous la même sensibilité et que moi, je ne savais pas la gérer. Et que moi, j'y arrivais pas et que ça allait pas, jusqu'à découvrir l'hypersensibilité et de comprendre que non. En fait, c'est pas que je gère pas. Je me disais, mais si tout le monde est sensible de la même façon, comment eux, ils font pour supporter ça? Et je me disais, t'es pas assez forte et tu reviens dans ces discours-là. Jusqu'à ce que tu découvres qu'effectivement, non, il y a pas tout le monde n'a pas la même sensibilité, comme on n'a pas tous, je sais pas moi, la même couleur de peau, les mêmes cheveux, et tout ça. Il y a des façons d'être qui sont différentes. Et c'est aussi à l'intérieur. Donc ça a été des failles. Et finalement, il y a quand même eu un événement très marquant qui est le moment où tu atteins le précipice un petit peu. C'est qu'en fait, j'ai eu une année noire en 2013, dramatique, où j'ai été harcelée et agressée sexuellement. J'ai eu une année de merde parce que, pareil, chez nous, on vivait à Paris à l'époque. On a eu des souris dans notre appartement. Donc, en termes d'insécurité, de stress, c'était constant. Donc, j'étais tout le temps… Et quelque chose que vous connaissez en tant qu'hypersensible, mais que je n'avais pas pris la mesure de pourquoi ça m'atteignait autant, c'est que j'étais en hypervigilance tout le temps. Et donc, j'étais épuisée mentalement, physiquement, constamment, avec cette angoisse perpétuelle. Et puis, la résolution de problèmes qui tournait. Et j'ai eu le décès d'une personne dans ma famille dans des circonstances dramatiques. Donc ça a été en fait un trop-plein. J'ai tout fait pour changer les choses, changer d'appartement et tout ça. Et en fait, mon corps m'a rattrapée à ce moment-là. J'ai fait un burn-out émotionnel. À l'époque, je parlais de dépression, mais finalement, on apprend de plus en plus aussi qu'il y a différentes catégories. Et je pense que c'est plus juste de parler de burn-out émotionnel parce que c'était ce trop-plein, en fait, ce trop-plein qui ne s'est pas évacué, qui était douloureux et qui est devenu une conséquence sur ma santé, puisque j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça. Et c'est là où, par contre, je me suis dit, j'ai eu un jour de déclic, c'est quand il a fallu que j'appelle le SAMU et que j'ai eu 2 injections de morphine parce que j'étais en train de faire une crise de colique néphrétique, pour tout raconter, qui est extrêmement douloureux et qui n'a pas été… douloureux, oui. J'ai attendu 7 heures en souffrance, c'était horrible. Et le mec me fait 2 injections, je suis passée d'une douleur de 10 à 3 et il m'a dit, il va falloir vraiment vous reposer. Et j'ai eu cette sensation de calme quand la douleur se baisse. Et là, exténuée, je me suis dit, j'ai 25 ans. J'avais 25 ans à l'époque. Je me suis dit, c'est pas ça, en fait. C'est pas juste. C'est pas sain. Et je ne tiendrai jamais comme ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire, c'est pas possible. Et la deuxième chose qui venait, c'était, mais pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai essayé de m'endurcir. Je me suis affirmée. J'ai fait des hautes études. Je travaille. J'avais un CDI. J'avais des responsabilités. J'avais tout fait bien. J'étais déjà entrepreneuse parce que j'étais salariée et entrepreneuse à l'époque. Enfin, à un moment, j'étais là et j'en suis là. C'est ça le résultat. Tu avais coché les cases. Exactement. Et je me disais, mais non, en fait, ça va pas. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, OK, si je mets tout de côté et que je ne fais que ce qui me donne vraiment de la joie pendant 1 an, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, parce que je n'ai jamais redoublé, même mon école de commerce, je l'ai fait en 3 ans au lieu de le faire en 4. Mon stage de fin d'études était déjà un CDD, était un premier emploi à la place d'être un stage. Enfin, tout avait été toujours en avance avec des bons résultats, etc. Et je me suis dit, et si je me donnais 1 année pour moi? Au pire, quoi, c'est comme si j'avais redoublé quelque chose ou fait une année de césure que je n'ai pas faite parce que j'ai tout fait en même temps. Et je me suis donné cette année et le déclic, il a été là. C'était de se dire, OK, si enfin je m'autorise à être moi, à être dans ma joie, en mettant de côté ce que mes parents m'ont appris, en mettant de côté ce que la société me demande d'être, en mettant de côté une partie de mes peurs,
même si j'y suis allée avec, hein, j'étais terrorisée, et il y a toujours plein de choses qui me font peur, mais si on avance avec ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je me suis donné 1 an, et ça a été la révélation. Ça n'a pas été la transformation complète, puisque je pense que c'est un chemin qui est infini, etc., mais ça a été vraiment là où j'ai mis un mot sur qui j'étais. C'est là que j'ai découvert le mot hypersensibilité, même si je savais que j'étais hypersensible. Et ça a été un chemin. Je pense que le dernier élément que je veux te donner vis-à-vis de ça, c'est que quand j'ai découvert le mot hypersensibilité, c'était du coup en 2013-2014, ça s'est fait sur cette durée-là. À l'époque, on parlait de l'hypersensibilité en tant qu'avec des critères de timidité. Et sur le coup, j'ai cru me dire « Ah, je trouve la solution !» Et en fait, non, parce que je ne suis pas timide, etc. Et en fait, heureusement, depuis, même les travaux d'Hélène Aron ont été mis à jour et la timidité ne fait plus partie des critères. Et c'est ça qui est aussi intéressant de se dire, dans la vie, il faut prendre ce qui est bon pour soi et de ne pas forcément viser le 100%, parce que déjà, le 100% n'existe pas. Et en plus, il peut vous empêcher d'avancer en trouvant des solutions parce que vous attendez de dire c'est 100%. Et moi, j'ai failli être freinée par cette image de femmes timides, de femmes forcément poétiques, etc., que j'étais sur une partie de cette sensibilité, mais pas complètement. Et finalement, heureusement, quelques temps après, j'ai trouvé des témoignages sur l'hypersensibilité extravertie, sur aussi ce que c'était vraiment les bases des piliers de l'hypersensibilité, cognitif, émotionnel, sensoriel. Et en mettant de côté ça, et ça m'a permis en fait de comprendre qui j'étais et de m'affirmer et de continuer ce chemin dans la joie avec beaucoup plus de positivité. Merci Élise, on sent une belle détermination en tout cas hein, quand tu as fait ce choix-là de te prendre 1 an d'autorisation. Je crois que tu as donné un mot très fort là, parce que les conditionnements font que justement on continue parfois la tête dans le guidon, comme je dis, et le fait de prendre du recul, c'est cette histoire en fait d'être acculé. Souvent on est acculé, hein, on dit bien, hein, pour prendre du recul. Et c'est ça, toi, en tout cas, si je comprends bien, qui t'a amené à te poser la question, à te connaître aussi. Et c'est là, sur ce chemin, que tu as pu comprendre, c'est pas une étiquette du tout, et tu as pu comprendre que tu avais un fonctionnement différent et que c'était OK. Complètement. Fait, hein. Exactement ça a été finalement la plus belle douleur de ma vie, si on peut dire ça comme ça. Et parfois, j'aime bien aussi rassurer les femmes hypersensibles qui vivent des choses dramatiques, les femmes ou les hommes hypersensibles qui vivent des choses dramatiques. Je dis les femmes parce que j'accompagne des femmes, mais c'est même sur ma chaîne, j'ai des hommes qui suivent les conseils et qui se les appliquent eux aussi. Et à qui ça aide. Mais où du coup, en fait, il y a cette douleur que j'ai vécue à 25 ans. Et je sais aussi que ça a été violent, mais que ça a été le plus beau cadeau de ma vie. C'est absolument pour ça que j'ai envie de le revivre et je le souhaite à personne. Mais où j'avais ce truc de me dire, eh ben finalement, c'est arrivé tôt. C'était une putain de claque dans la gueule. Mais je ne l'ai pas fait sur mon lit de mort. Et ça, c'est un message que je retrouve avec tous les hypersensibles qui souffrent et qui vivent des choses difficiles et qui me disent, mais tu te rends compte, regarde en face, mon amie, elle ne fait pas ça. Et dans mon boulot, ils ne souffrent pas de ça. OK, mais déjà, ça ne garantit pas de où est-ce qu'ils vont finir, ces gens-là. Ça ne garantit pas le bonheur. Et ce qui compte, c'est de se dire, OK, à quel point ça me fait avancer aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui est finalement le plus beau, c'est que je me dis, 25 ans, c'était tôt. Et en même temps, j'ai accompagné des fois des femmes de 20 ans où j'avais tellement d'admiration de me dire, mais incroyable qu'elles aient encore cette prise de conscience encore plus tôt. Et de se dire, c'est du temps gagné de vie. Et de vie, de joie, de bonheur, finalement. Et que j'aurais très bien pu, si j'avais peut-être été moins sensible, j'aurais peut-être tenu plus loin et mon corps aurait parlé plus tard, etc. Et peut-être que je me serais réveillée à 40 ou 50 ans pour les mêmes problématiques et j'aurais démarré plus tard, plus loin, etc., avec plus de douleur. Et finalement, quand on lit beaucoup de développement personnel, on voit que les regrets sur le lit de mort sont toujours les mêmes. Et je me dis que finalement, notre sensibilité, elle nous permet peut-être de le faire beaucoup plus tôt et de ne pas attendre le lit de mort et que c'est une très, très belle façon de vivre pleinement, intensément et joyeusement. Yes. Et en fait, c'est vraiment une opportunité, hein, comme je dis, un cadeau, on peut le nommer comme on veut, même si on ne peut le vivre en fardeau dans un premier temps parce qu'on n'a pas conscience de possibilité de l'assumer et surtout de comprendre. Mais tu es témoin et je connais un certain nombre d'hypersensibles aussi qui sont résilientes et qui ont appris. C'est un chemin, tu l'as dit, c'est un chemin. On n'a jamais fini non plus, mais quand même, il y a cette idée de oui, c'est possible. Oui, effectivement, je peux me sortir de la souffrance en étant responsable
choisir en fait ce que j'ai envie de vivre et comment le vivre. Et l'hypersensibilité ou la haute sensibilité, c'est vrai que le mot hyper n'est pas toujours bien connoté maintenant, hein, mais ou de moins en moins je trouve hyper, donc on peut l'appeler autrement. Mais du coup, je pense que c'est vraiment une voie royale pour moi. C'est ce que tu es en train de dire, hein. Et en parlant d'hyper, justement, tu le vois que depuis maintenant, toi tu parles de 2013-2014. Je dirais que c'est à peu près ça. Il y a à peu près une dizaine d'années où, dans le milieu de la francophonie, ça a commencé à se faire connaître davantage dans les médias, hein, d'accord, dans les livres, dans la presse, sur les plateaux télé, etc. Et comment toi, tu vois ça? Comment tu vois effectivement ce tournant de médiatisation? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant, que bah, ça peut être aussi voilà, apprendre avec des pincettes? Est-ce que tu trouves que c'est aidant pour bah, les clientes qu'on accompagne? Dans quelle mesure? Comment tu vois les choses là-dessus? Moi, je pense que c'est indispensable en fait, parce qu'on manque d'informations et que ben, là encore, on retrouve ce fil rouge qui est un petit peu ma mission de se dire arrêtons le 100%. Malheureusement, il n'y aura pas une bonne façon de faire, c'est-à-dire ne pas en parler, ce serait dramatique parce qu'il y a plein de gens qui ne se découvriraient pas et on a besoin de ces informations. Et en même temps, en parler, il y aura toujours 20% de merde, comme quand vous communiquez sur les réseaux sociaux où tu as toujours 20% de gens qui sont des gens qui ont envie de venir juste critiquer, etc. Donc, j'ose espérer que la société va dans le bon sens, mais pour moi, ce qui compte, c'est toujours pareil, c'est le résultat. Le résultat, le résultat. C'est-à-dire que si ça apporte du bon, tant mieux. Ça n'apportera jamais que du bon, mais on en a besoin. Et je pense à un autre phénomène que j'utilise beaucoup, beaucoup comme image, c'est les cheveux bouclés. Et on est toutes les deux des bouclettes. Bon, même si là, aujourd'hui, elles sont un petit peu moins rebondies. Mais en tout cas, j'utilise beaucoup, beaucoup cette image parce que les cheveux bouclés, c'est comme notre hypersensibilité. On est né avec des référents sociétaux qui nous ont dit les beaux cheveux, c'est des cheveux raides. On ne savait pas comment utiliser nos cheveux bouclés puisque tous les produits étaient dédiés à des produits de cheveux raides. Il fallait se raidir les cheveux, etc., etc. Et on ne savait pas en prendre soin. On ne savait pas que les silicones, c'était mauvais pour nous, que plein de choses. Et finalement, aujourd'hui, c'est la mode des cheveux bouclés. Et c'est la mode, et même les plus grandes marques qui étaient les premiers à avoir que des L'Oréal, je le vaux bien, des cheveux raides, machin, sont tous en train de sortir des gammes pour les cheveux bouclés. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'avènement aussi de gens, au départ, qui ont enfin dit, mais en fait, j'ai les cheveux bouclés, et voilà ce dont je suis allée chercher d'informations, et qui ont été des petits comptes, et qui ont participé à développer cette image. Et finalement, en tant que femme sensible, on fait la même chose qu'en tant que femme avec des cheveux bouclés, c'est-à-dire que tu découvres ta nature de sensibilité aux cheveux bouclés, tu apprends à en prendre soin, et qui n'est pas forcément comment ta cousine ou ta mère a besoin de prendre ses cheveux. Ouais. Moi, ma mère a des cheveux paille et elle est hyposensible, donc vous voyez, aucun rapport. Et donc, il y a besoin d'aller trouver ces informations ailleurs. Et si ces médias, si les comptes, si ces vidéos n'existaient pas, ça aiderait beaucoup moins de gens. Bien sûr qu'on ne fera jamais l'unanimité et qu'il y a toujours des gens qui vont être des détracteurs ou des façons de dire qu'il vaudrait mieux faire différemment. Mais au bout d'un moment, si ça aide, ça aide. Et je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Et finalement, après, c'est pareil. Comment tu apprends à prendre soin de tes cheveux bouclés et d'avoir des produits, comme en coaching ou en thérapie, vous avez des outils pour prendre soin de votre sensibilité. Et c'est OK que ce ne soit pas la même chose pour votre père, pour votre collègue de boulot, etc. Et qu'on n'utilise pas les mêmes choses parce qu'on n'est pas les mêmes personnalités et qu'on n'a pas les mêmes besoins et qu'on n'a pas les mêmes envies. Donc moi, je pense que cette médiatisation du sujet, elle est importante. De toute façon, il y a tout plein de gens dont c'est la spécialité d'expliquer qu'en fait, à chaque fois qu'un nouveau sujet arrive, il suit le même process. Il y a un pic, il y a ici les détracteurs et il y a un déclin. Et je pense qu'en fait, ce truc, c'est qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui vont dire que c'est une mode et je trouve qu'on l'a un peu dépassé. Il y avait un gros pic il y a 2 ans de gens où ça parlait d'hypersensibilité de partout, mais aussi avec beaucoup de gens qui voulaient absolument dire que l'hypersensibilité n'existait pas, que je sais pas trop quoi, ou qu'on était tous hypersensibles ou je sais pas trop quel truc. Ils sont passés où ces gens-là? C'est les mêmes qui sont en train d'aller critiquer le haut potentiel et qui dans 6 mois seront en train de critiquer encore autre chose. Et en fait, nous, entre-temps, on a trouvé des outils, on a été heureuses et on vit bien notre truc, loin des haters et des gens qui ont toujours quelque chose à se faire ramener parce que c'est leur vie. Mais derrière, ce qui compte, c'est que ça a aidé des gens et qu'en plus, il y a tellement de types différents, exactement, et j'adore ce parallèle, comme cheveux bouclés, tu vois, toi, tu as des toutes petites bouclettes sur cheveux courts, moi, j'ai des grosses boucles sur cheveux longs, même nous, on n'a pas les mêmes besoins. Et pour ça, on a besoin de gens qui sont différents. On est toutes les deux accompagnantes et on est toutes les deux pas avec la même énergie, ça va pas résonner sur les mêmes parcours. Il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles et du coup, on a besoin de ça.
Personne ne se dit en France qu'on a trop de médecins. Personne. Ben là, c'est pareil. On n'a jamais trop besoin de parler de ce sujet. On n'a jamais trop de gens qui vont être là pour vous accompagner, pour vous aider, pour témoigner, pour inspirer. Donc, je pense qu'on a besoin de ça. Et ça fait partie d'une partie où il y a de la négativité, c'est vrai. Mais finalement, moi, si je n'avais pas eu accès à ces informations, ben, je n'aurais pas pu me libérer, je n'aurais pas pu commencer ce chemin et je n'aurais pas pu me détacher des croyances sociétales, parentales. Et finalement, maintenant, j'ai éduqué mes parents. Et mes parents savent que je suis hypersensible et savent que ça me convient, ça ne me convient pas. Et aujourd'hui, il y a un équilibre de vie qui n'a rien à voir. Donc, on a besoin de ça. Là, merci pour ton retour. Très, très peps, j'aime beaucoup parce que du coup, je pense que, tu vois, le fait de dire haut et fort, parce que je sais, dans mes invités, un certain nombre de personnes sont OK sur cette posture, que oui, il y aura toujours des détracteurs. Oui, il y aura toujours effectivement des gens qui penseront que c'est un effet de mode et qu'on veut se faire mousser. Mais j'allais dire que ça, c'est une minorité si on regarde. Et même, j'allais dire, s'il y a des détracteurs et des haters comme sur les réseaux sociaux, tant mieux. Parce que quelque part, ils s'en aperçoivent pas, mais en fait, c'est comme ça qu'ils nous font connaître aussi, mine de rien. Oui, pour une partie. C'est vrai que c'est un discours qui revient beaucoup. Moi, je suis pas trop fan parce que mais c'est juste pour dire qu'en fait, c'est que ça titille. C'est que ça, on passe pas inaperçu dans le sens où il y a quelque chose qui titille. Et en fait, ce qui titille le plus pour quelqu'un qui n'est peut-être pas bien dans ses baskets, alors je caricature peut-être un peu, et sans jugement et avec bienveillance, c'est parce que justement le fait de pouvoir vivre sa haute sensibilité, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir en parler librement, eh bien, ça interpelle. Tu vois, surtout quand en fait on a une société qui a été éduquée avec une valorisation de l'hyposensibilité. Donc, dès que tu sors de ce qui a été valorisé comme étant ce qu'il faut être et ce qui est bien d'être, d'un coup, ça gêne. Et c'est vrai que, regarde, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur l'entrepreneuriat qui se normalise de plus en plus. Et moi, je suis de celles qui sont convaincues qu'un jour, le salariat n'existera plus. On sera tous des entrepreneurs multipotentiels avec cette capacité de travailler, de choisir, en tout cas, voilà. Mais aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui se démocratise, c'est quand même quelque chose qui, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais oui, mais il n'y a plus les mêmes besoins, il n'y a plus les mêmes envies, il n'y a plus les mêmes technologies, il y a plein de choses qui changent. Et en fait, oui, ces détracteurs-là viennent être titillés parce que en psychologie, il y a aussi ce phénomène de quand quelqu'un fait quelque chose de différent de toi, ça te ramène à ce que tu es et ça te questionne. Et si ça marche en étant quelque chose de différent de toi, ça te remet en question sur tes valeurs et sur ta… Voilà. Et justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on a cette confiance en soi et en sa sensibilité. C'est-à-dire que moi, je prétends pas, et ça, c'est un discours où ça dépend des coachs hypersensibles, mais en tout cas, j'ai une position sur ça qui est que je ne pense pas que les personnes hypersensibles sont mieux que les personnes hyposensibles. Je pense qu'on a besoin des deux et moi, je remercie l'univers que des personnes hyposensibles existent pour faire tout ce que je ne pourrais pas faire parce qu'on a besoin des gens qui sont dans l'ordre, on a besoin des gens qui soient dans ces impôts et cette rigidité, là où il n'y a pas besoin d'émotionnel, on a besoin de médecins qui ont besoin de mettre cette distance que je ne saurais pas mettre, etc. Et je pense qu'on se complète. Par contre, on a besoin de respect, on a besoin de connaissance de soi, on a besoin de bienveillance. Et il ne faut pas se dire que les gens mauvais sont des hyposensibles et que les gens hypersensibles sont des bonnes personnes. Je connais des hypersensibles qui sont des connards et je connais des hyposensibles qui sont des gens très bien. Le truc, c'est juste de se dire, j'ai besoin d'apprendre à me connaître et m'en servir dans la bienveillance. Et on a besoin de cette société où on a besoin de tout le monde. De la même façon que les cheveux raides ne sont pas des plus beaux cheveux que les cheveux bouclés, mais les cheveux bouclés ne sont pas des plus beaux cheveux que les cheveux raides, etc. Cet exemple, il est simple, mais je l'utilise parce qu'il n'y a aucune émotion dans les cheveux. Oui, tu as raison. Alors, j'avoue que je ne suis pas une frisée, moi, je suis une fausse frisée, puisqu'en fait, moi, j'ai une permanente. Et tu vois, j'ai vécu des années avec les cheveux raides, puisque c'était mes cheveux. Et en fait, contre toute attente, parce que du coup, j'en regarde pas trop, en fait, les magazines de mode, tout ça. Moi, c'est depuis que j'ai changé, effectivement, complètement dans ma reconversion, que j'ai essayé d'aligner dans ma chevelure, dans ma façon d'être, mes vêtements, etc., qui je suis maintenant, tu vois. Et je kiffais les cheveux bouclés depuis des années, mais ça ne collait pas, entre guillemets, à la posture que j'avais et surtout le statut que j'avais. Et là, je me suis éclatée. Mais tu vois, c'est un très bon exemple parce que tu vois, c'est hors effet de mode. C'est pour aligner. Qui on est, quoi. Non, et puis, ce que j'aime bien avec cet exemple, c'est que comme on parle à des hypersensibles, quand tu parles de sujets, d'émotions, de tout ça, c'est très dur de prendre du recul. Alors que quand j'utilise cet exemple, et c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes coachings, je prends un exemple qui, d'un coup, sort de la tragédie émotionnelle qu'on vit dans nos difficultés, dans notre façon d'être et tout. Et d'un coup, quand tu le rattaches à un exemple qui est tellement bête
aussi bête que les différents types de cheveux, ça permet en fait de comprendre et d'avoir du recul en mode « Ah, mais c'est vrai en fait, c'est une évidence pour les cheveux, pourquoi c'est pas une évidence pour la sensibilité ?» Et je pense qu'on a besoin de ça aussi pour se rééduquer et avancer plus sereinement sur ces sujets sensibles. Oui, merci, parce qu'en plus, on fonctionne beaucoup par métaphore, par visualisation. Hein, donc, mon sujet de prédilection. Je ne te le fais pas dire, mais bon, voilà, tu vas. D'ailleurs, alors, j'aimerais te demander, justement, toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi, pour toi, le cadeau caché, parce que tu ne le connaissais pas et tu as parlé de cette révélation, de ton cheminement, ce cadeau caché ou ce trésor caché de ta haute sensibilité pour toi dans ta vie. Alors, professionnellement, tu nous as déjà un peu expliqué, tu pourras nous en dire un peu plus, mais aussi personnellement pour toi, c'est quoi en fait? De toute façon, c'est qu'à partir du moment où tu es toi, tout est tellement plus simple. Alors, je vais donner des exemples concrets parce que c'est vrai que très souvent, on se dit « Ah, c'est super et tout », mais ok, concrètement. Concrètement, déjà, mon hypersensibilité, j'ai compris que c'était aussi mon hypersensorialité. Et moi, je suis hyperacousique, donc j'ai une sensorialité auditive assez développée. Et c'est comme ça que j'ai compris très tard, finalement, pourquoi j'étais dans la danse, pourquoi j'étais chorégraphe et pourquoi j'avais ce niveau d'interprétation musicale qui était différent de mes compères. Parce que j'entends, je peux passer des paroles au rythme, à un son qui vient par-dessus, à un instrument, etc. Et donc, en fait, c'est aussi ce qui fait que, du coup, j'ai une appétence à cette création chorégraphique, etc. Donc, ça, par exemple, c'est un petit exemple sur ça. Autre chose, quand je me souviens qu'au collège ou au lycée, sur mes bulletins de notes, il y avait marqué « trop bavarde ». Et c'est marrant comme quoi il y a une perception trop bavarde, mais finalement, qu'est-ce que c'est que trop bavarde alors qu'aujourd'hui, tellement de femmes m'écrivent pour me dire « mais merci d'avoir pris la parole, merci d'avoir expliqué ça ». Et puis, dans mes coachings, finalement, quand j'étais trop bavarde, ce qui se passait au collège, c'est quoi? C'est que j'écoutais mes copines, j'écoutais leurs problèmes et je passais le temps, j'étais déjà coach en fait, hein, je passais le temps à les rassurer, les écouter, les machins, et du coup, on me disait « Bouskila, taisez-vous ». Mais finalement, c'était aussi déjà cet aspect cognitif de mon hypersensibilité qui fait que tu me donnes une information et je tisse très rapidement des liens sur tout ce que je connais, sur tout ce qui est possible. Et cette pensée en arborescence très, très vive, elle m'amène à des solutions très rapides. Et donc, du coup, j'ai ce pragmatisme sensible qui est qu'à la fois, c'est très concret et c'est des solutions applicables, etc. Et à la fois, j'ai cette perception d'entendre les émotions, d'avoir cette très haute empathie, comme je le disais pour la danse, par exemple, ou pour les émotions qui font que quand tu couples tout, c'est extraordinaire. Donc, ça a été extraordinaire dans ma vie professionnelle. Dans ma vie personnelle, du coup, j'ai la chance de me dire qu'en couple, ça rend ça tellement plus facile. Parce que j'ai cette gentillesse, cette douceur, ce genre de choses qui font que je suis aimée pour ça aujourd'hui. Et puis, dans ma vie... cette créativité, j'entends. Hein, ouais, complètement. Voilà. Même si je pense que je suis pas des plus enfin, je pense qu'il y a encore plus créatifs que moi dans l'hypersensibilité, dans des gens vraiment qui créent de zéro. Moi, j'ai l'impression de créer sur de la musique, donc je crée des mouvements, je crée des outils de coaching, je crée des formats, etc. Mais je me dis, il y a tellement des gens qui créent encore plus, ceux qui créent la musique, pour moi, je trouve ça incroyable, ceux qui créent des dessins, des choses comme ça. Et puis dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que forcément, quand tu rayonnes parce que tu es bien en étant toi-même, quoi de plus beau que finalement de pouvoir aider les autres, de pouvoir se sentir bien au quotidien, de pouvoir prendre soin de soi. Et en fait, un jour, tu comprends. Et je pense que le cadeau, ça a été juste « Ah ouais, mais en fait, porter des boules qui est, d'un coup, j'ai réduit mes douleurs de tête, etc. de 80%. Quand j'ai compris que j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de faire ça, ça m'a aidé. Quand j'ai compris que finalement, je pouvais aider et que c'est pas parce que je savais faire quelque chose dans un métier de commercial à la défense que je devais le faire et que finalement, à ma place, j'aidais des femmes en n'ayant même pas l'impression de travailler parce que tellement j'aime ce que je fais. Donc, c'est là où c'est un cadeau. Après, toujours pareil, je reviens sur ce truc de je pense pas qu'on ait plus un cadeau que des hyposensibles. Le cadeau, c'est de comprendre comment on est et de pouvoir s'en servir dans sa vie. Et c'est fabuleux. Et je pense qu'il y aurait un travail qui n'existe pas aujourd'hui, qui est de parler de cette hyposensibilité à des gens qui sont hyposensibles et de leur dire que c'est OK et qu'en fait, on a besoin d'eux dans certaines places et que leur hyposensibilité, elle peut servir à des hypersensibles, elle peut servir au monde, etc. Bon, je m'éloigne du sujet, mais pour dire c'est soyez vous qui compte. Et je pense que souvent, si tu dis à un hypersensible aussi d'avoir cette empathie pour des hyposensibles, si tu l'as pour un hyposensible qui doit comprendre aussi ce que c'est de vivre dans une société qui est
alors aujourd'hui plus proche de sa façon d'être, mais finalement qui n'est pas forcément plus adapté, où on n'a pas forcément plus valorisé le fait de se connaître, etc. Mais tu comprends aussi pourquoi c'est important pour toi de comprendre ton hypersensibilité, de comprendre tes capacités, et aussi parce que le cadeau, c'est très simple, c'est tout ce qui vous pose problème aujourd'hui existe avec une phase positive. Je vous donne un exemple très très concret. Je vous parle du fait que la musique, pour moi, ça a été un avantage professionnel parce que ça m'a permis de créer, etc. Mais aussi, moi, au début, je ne voyais que la négativité. Je voyais que je ne supportais pas les bruits, les tic-tac, les crissements de créer, là, rien que d'y penser, ça me... Voilà. Les motocross qui passent, j'ai envie de leur crever les pneus. Mais en même temps, le jour où j'ai découvert à quel point c'était une douleur, j'ai découvert à quel point c'était un cadeau. Puisqu'en fait, quand je ne vais pas bien, j'écoute de la musique et je peux transformer mon énergie comme un hypo ou un normosensible ne pourrait pas le faire. Parce que j'ai cette sensorialité hyper positive et à quel point la musique va me transformer, me transporter, etc., etc. Et donc, à partir du moment où vous souffrez pour quelque chose, c'est très bien, c'est que cette même capacité, alors c'est pas très bien que vous souffriez, mais c'est très bien que vous en preniez conscience, parce que cette même capacité existe pour vous rendre service et pour vous faciliter la vie et vous rendre heureuse. J'entends derrière tout ce que tu partages, tu sais qu'on est en train aussi de conscientiser, alors là pour le coup c'est même collectivement en fait, que la vie elle n'est pas avec que des polarités. Tu parles comme une monnaie, une pièce de monnaie, il y a toujours deux versants et la perception c'est ça aussi, et j'entends que de plus en plus, tu sais, c'est comme cette réconciliation du féminin et du masculin en soi. Je crois qu'il y a une idée en fait d'apprendre à se connaître aussi et de s'aimer avec toutes ses parties, avec cette complexité dont parle Saverio Tomasella d'ailleurs, parce qu'on en parlait dans les coulisses toutes les deux aussi de Saverio, qui dit qu'effectivement l'être humain est complexe, a fortiori la personne hautement sensible, puisque effectivement elle a encore plus d'intensité et de capacité de captation en fait de plein d'infos. Donc maintenant il y a effectivement, comme tu dis, le revers de la médaille, il y a effectivement la souffrance, mais de l'autre côté, il y a aussi toute la potentialité en fait de révéler en fait tous des trésors, et ce trésor-là, il est la connaissance de soi, personnelle, singulière. Et j'entends que chez toi, effectivement, tu as été assez loin. Et puis, je pense quand on est thérapeute ou coach, on a ce désir profond d'apprendre à se connaître. Et naturellement, en fait, on en fait bénéficier les autres après, parce que c'est tellement, comme tu dis, un peu notre zone de génie, en fait, d'accompagner. Tu le disais, moi aussi, j'étais assez bavarde quand j'étais jeune. Voilà, mais bon. Et je pense que c'est bien d'en prendre conscience et d'aller vers ça, vers ce qui, effectivement, est simple aussi. Hein, cette fameuse zone de génie. Donc, du coup, sous le cadeau, là, il y a des tas de choses. Il y a plein d'autres petits cadeaux. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler quand même un petit peu de cette ultra fantasy, quand même, si tu veux, oui, voilà, peut-être ce avec volet-là. plaisir. Effectivement, moi, je vois donc déjà, il faut voir qu'il y a un spectre de la sensibilité finalement, hein, et pas forcément, on parle de pièces dans le positif-négatif, mais c'est aussi bien de se dire que finalement, on n'est pas dans quelque chose de binaire. Je prends l'exemple parfois de l'extraversion et introversion. On a toujours dit extraverti, introverti, et je vous ai même parlé au début, mais finalement, moi, dans la connaissance de soi, je parle plutôt des pourcentages, et parce que c'est pas quelque chose de binaire. Finalement, on parle beaucoup d'ambiversion aujourd'hui. L'ambiversion, c'est vraiment des gens qui ont presque cette proportion égale de l'un et de l'autre, mais d'un point de vue vraiment technique, on serait tous un peu ambivertis, mais à des doses différentes. Et donc, quand tu as un maximum, c'est ça. Et quand tu as un minimum, c'est... Voilà, par exemple, moi, j'ai plutôt 80% d'extraversion et 20% d'introversion. Et c'est important aussi de voir ça sur des vecteurs et arrêter de se dire « je suis ça » ou « je suis ça ». Et qu'en fait, on est cette variation, et que c'est, par exemple, cette polarité. Quand tu vois le négatif, tu peux aller voir quelle est la polarité inverse. Et après, tu sais que ça fait ton spectre de variation et que c'est OK. Bon, et ça enlève les étiquettes d'ailleurs. Hein, exactement. Et je pense que c'est beaucoup plus pertinent dans l'utilisation qu'on fait aussi de qui on est. Parce que moi, j'ai beau être extravertie, je peux te dire que si j'étais tout le temps au contact des autres, j'imploserais. Il me faut aussi ma partie de repos, d'introversion, etc. Mais par contre, dans une proportionnalité différente de quelqu'un qui a une plus haute dose d'introversion, par exemple. Et donc, c'est là où on a besoin. Et d'ailleurs, un introverti qui verrait jamais personne, je ne suis pas sûre qu'il serait hyper épanoui, quoi. Donc, ça, c'était pour l'énergie et cette connaissance de soi. Et effectivement, dans cette connaissance de soi, je travaille depuis plusieurs années sur la découverte de l'ultra fantasy. L'ultra fantasy, c'est quoi? C'est la capacité de visualisation, de haute visualisation chez les personnes hypersensibles. Aujourd'hui, on ne parle pas de caractéristiques parce que ce n'est pas prouvé et qu'en fait, il y a une méconnaissance déjà, même sur l'hypersensibilité. Il faut se rappeler que c'est une science qui est relativement récente finalement
à l'échelle de l'humanité. On parle des années 90 pour les premiers moments où on a commencé à en parler, etc. Et comme je vous le disais, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à mettre un mot sur l'hypersensibilité, on a encore changé de définition depuis, etc. Donc, ça change tout le temps. Donc, c'est aussi important de se dire, je prends ce qui est bon pour moi et je sais que tout ça continue d'évoluer. Et donc, aujourd'hui, on a découvert aussi, en parallèle de ce spectre de la sensibilité, un spectre de visualisation. Aujourd'hui, il existe des personnes qu'on appelle aphantasiques, c'est-à-dire des gens qui ne visualisent aucune image mentale. Et à l'opposé de ce spectre, vous avez des gens hyper fantasiques, donc qui ont une haute visualisation, qui ont des images qui sont telles que le réel. À partir du moment où tu leur racontes une histoire, où tu leur fais visualiser quelque chose, cette visualisation, elle est aussi réelle que ça. Et en fait, moi, je travaille sur cette importance de savoir que quand tu es les deux, hyper fantasique et hypersensible, il se passe un espèce de double effet qui se coule qui est important à connaître. Puisque quand tu es hypersensible, tu sais très bien que tu vis déjà les stimuli externes de la vie réelle comme quelque chose de beaucoup plus intense que la norme ou que la moyenne. Je préfère parler de moyenne que de norme d'ailleurs, parce que je pense aussi que tout ça, ça évolue. Donc sur la moyenne, parce que notre réponse cognitive, nos chemins neuronaux, notre rapidité de réponse neuronale, notre intensité émotionnelle et nos capteurs sensoriels sont plus développés, plus rapides, plus intenses. Et donc, si à ça, tu rajoutes un deuxième niveau qui est le niveau imaginaire, le niveau mental, l'espace intérieur qui est aussi vif, la stimulation, elle est double. Et elle est énorme et elle est infinie. Et donc, du coup, on a mis en lumière à quel point connaître son ultra-fantasie, c'était aussi un point pour abaisser son anxiété, pour comprendre pourquoi c'était aussi vif et pourquoi un peu ces gens qui te disent « moi, je suis les hypersensibles des hypersensibles » et pourquoi j'arrive pas à en sortir. Et donc, en fait, j'ai mis ça en lumière. Donc, j'ai créé un test que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, sur mon site elise.pomgirl.com ou sur mes réseaux sociaux. Vous m'envoyez un message. On verra ça de toute façon dans le descriptif de la vidéo. Vous voilà, aurez le contact d'Élise. Génial. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai d'abord travaillé avec mes coachés, où il y a eu d'énormes résultats, que j'ai partagé avec Saverio. Et c'est avec Saverio qu'on a décidé de mettre un terme spécifique pour pouvoir aider cette catégorie d'hypersensibles à mieux se comprendre. Et c'est pour ça que là encore, on le disait tout à l'heure, c'est important qu'il y ait beaucoup d'hypersensibles qui parlent, etc. Puisque moi, je suis cette représentante des hypersensibles hyper visualisants et qui ne sont pas tous les hypersensibles, parce qu'il y a des hypersensibles aphantasiques qui n'ont pas du coup les mêmes problématiques, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et c'est important. Du coup, on continue d'avancer dans cette connaissance et c'est fabuleux. Je trouve ça juste merveilleux. Je me dis, dans 100 ans, les gens vont être tellement plus aidés que ce qu'on l'est. Donc, cette hypervisualisation, elle est très, très importante parce qu'en fait, tu comprends pourquoi tu es sensible aux stimuli comme les autres hypersensibles externes de ta vie, de ces stimuli extérieurs auxquels nous, on fait partie de la population, on réagit plus intensément. Mais en fait, quand tu as aussi cette capacité de visualisation, c'est là aussi quelque chose qui peut te faire beaucoup de problèmes. Ça peut faire de la haute anxiété. Tu imagines toujours le pire. Tu te poses 1000 questions. Tu as du mal à sortir et ça peut avoir des aspects bloquants, de la procrastination, des choses comme ça. Et en fait, le comprendre, c'est agir positivement. Et on retrouve aussi ce cadeau qui est qu'en fait, moi, depuis que j'ai compris comment ça fonctionnait, alors du coup, mes coachés en ont profité dès que j'ai eu la découverte, de pouvoir comprendre comment utiliser cette capacité de visualisation à ton avantage. Et c'est libérateur en termes d'émotion. C'est d'un coup, tu te déculpabilises et on en a tellement besoin. Tu sais retrouver de l'énergie et tu sais cultiver ce qui est bon pour toi et t'en servir à ton avantage. Donc voilà, je l'ai développé sur les femmes que j'ai accompagnées. J'ai créé un programme découverte avec un test pour pouvoir aider ces hypersensibles à se dire, OK, est-ce que je fais partie de cette catégorie-là et à quel point ça peut m'aider et puis de pouvoir aussi proposer des accompagnements aussi à cette catégorie de femmes hypersensibles qui a besoin de se comprendre et de pouvoir en tirer le meilleur. Waouh! Eh bien, il y a des cartes là. J'adore parce que c'est vrai qu'on voit toutes les ressources et c'est le job aussi d'un coach d'aider à trouver, à chercher, à investiguer toutes ces ressources en fait pour devenir soi-même en fait son vrai guide et quelque part malgré les évolutions parce qu'on a toujours des événements dans sa vie, mais je trouve que c'est très fort parce que du coup la connaissance, on en revient à ça, permet d'être plus spécifique et d'arrêter les comparaisons, d'arrêter de regarder toujours ce que pensent les autres sur nous. Et ça, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que du coup, voilà, dans ta recherche, parce que ça, c'est partie de ta recherche, de ton investigation, tu as vraiment des outils de plus là
à donner aux personnes. Donc, merci à Je toi. suis devenue, comme me dit Saverio, il me disait, je suis devenue coach chercheuse. Donc, voilà, c'est super. C'est une responsabilité qui est éprouvante. Mais en fait, là encore, je me concentre sur les résultats. C'est que on n'a pas besoin, pour moi, on n'a pas besoin de tout savoir et de tout comprendre pour avoir les résultats et s'en servir. On y travaille, on fait de notre mieux. Mais ce qui compte, c'est que ça a aidé déjà beaucoup, beaucoup de femmes et que ça continuera à en aider. Et finalement, c'est ce qui me motive à continuer à développer tous ces outils, toutes ces choses qui sont tangibles et qui va aider à réconcilier les hypersensibles avec leur épanouissement personnel et à tous les niveaux. C'est vrai que cet aspect 360, il compte pour moi parce que c'est une recette à 1000 ingrédients. Et donc, voilà, un outil de plus qui nous permet de aussi mieux se comprendre. Génial, génial. Oh là là, j'adore. Et tu vois, moi, dans mes outils, alors personnels pour moi, mais aussi pour les coachés, j'aime bien penser et regarder un peu les personnes qui nous inspirent, les témoignages, les mentors, les héros, parce que je trouve que ça nous permet d'apprendre aussi qu'est-ce qu'on admire, qu'est-ce qu'on a en soi finalement. Parce que si on admire, en général, c'est qu'on a déjà ça en soi, même si c'est caché, même si c'est peut-être un petit peu enfoui. Et est-ce que tu as eu, toi, enfant, ou plus jeune, ou maintenant, des personnes que tu admires, des héros, même imaginaires, hein, c'est pas seulement des personnes réelles, hein, voilà. Est-ce que tu en as eu? Alors, j'ai pas de personnes emblématiques qui m'auraient inspirée, etc. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que je suis parfois inspirée par l'échec. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime beaucoup Britney Spears. J'ai fait beaucoup de chorégraphie sur Britney Spears, etc. Et en fait, j'ai été à son concert. Mes élèves, c'est le seul concert que j'ai fait de toute ma vie. Je suis allée faire le concert de Britney Spears pour mes 30 ans, je crois. Et en fait, c'était très imparfait. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont, dans la presse, dit, voilà, Britney à Bercy, c'était assez bof, etc. Et en fait, cette femme, elle m'inspire par sa vie, parce que déjà, je pense que n'importe quelle personne qui aurait traversé sa vie ne serait peut-être même plus de ce monde. Et quand tu vas creuser ça, et j'aime finalement ce personnage parce que quand tu vois en fait qu'elle a été complètement même droguée à son insu, enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas libre aujourd'hui ou qui l'a pas été, ou enfin vraiment quand tu t'intéresses à son parcours, c'est dramatique et pourtant c'est une artiste avec tellement de choses qui a été finalement possédée par sa famille, par le succès, etc. Et en fait, bizarrement, je trouve que dans les modèles d'inspiration, on cite tout le temps des gens ultra successful, à qui tout réussit. Et j'aurais pu citer Beyoncé, j'aurais pu citer, je sais pas, j'aime bien Hélène DeGeneres d'un point de vue parcours aussi, quelqu'un qui a énormément souffert et qui est là. On parle souvent aussi d'Oprah Winfrey, mais on parle souvent de gens ils nous inspirent quand ils sont au top. Tu vois, ce truc-là. Et finalement, je suis plus inspirée par ces gens qui ne le sont plus ou qui finalement sont critiqués. Et je me dis, waouh, mais quelle résilience, Et ça m'inspire parce que finalement, ça m'aide à me dire que déjà, tu n'es jamais aimé de tous, que le parcours parfait n'existe pas. Et je crois qu'en fait, finalement, alors que Britney, elle est plutôt on peut pas parler d'un déclin, mais si tu veux, elle est plus au top de ce qu'elle avait été. Elle a vécu des périodes très difficiles, elle s'était rasé la tête, elle avait pété un câble, etc. Et je trouve ça tellement putain de beau de me dire, mais c'est fou en fait. C'est fou comme déjà le regard extérieur te conditionne, comme en fait finalement tu peux être hyper successful et hyper malheureuse. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'inspire. C'est de me dire, je suis absolument pas Britney. J'ai pas sa carrière, j'ai pas sûrement pas son talent, j'ai pas sa fortune. Et en même temps, je suis tellement plus libre et tout ça parce que finalement, je fais ce qui me met dans la joie, que j'ai cette liberté. Et finalement, je l'admire parce que je trouve que c'est dingue de vivre ce qu'elle a vécu et d'avoir cette résilience. Et je trouve ça beau de s'inspirer aussi du fait que, voilà, effectivement, son concert, il y avait des imperfections. Elle était pas vraiment là et c'était beau, quoi. C'était beau parce il y a un côté vulnérable, je sens. Dans ce que tu partages, il y a un côté vulnérable. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la perfection, ou en tout cas ce qu'on appelle les héros, etc., ce n'est pas dans le succès. Pas forcément. Tu vois, j'entends ça chez toi. Et c'est pas forcément l'anti-héros que je cherche non plus. C'est cette humanité en fait, on peut faire tous de son mieux et on peut avancer dans l'imperfection. Et je pense que ça fait écho en moi aussi parce que j'avais ce besoin de perfection et parce que je pense que je suis dure avec moi-même sur ce truc-là et que j'ai sûrement en train de lâcher. Et c'est vrai que quand je suis sortie de ce concert, j'ai trop aimé ce qui n'avait pas été parfait, quoi. Je me suis dit, waouh, mais c'est Britney. Je m'étais dit, je vais voir Britney. Non, c'était. Et je suis pas une fanatique, c'est-à-dire, j'ai pas. Mais j'aime ce qu'elle fait comme musique et j'aimais son parcours.
Et je me dis, mais c'est incroyable d'aller faire ça et de se dire, la nana était en retard, il y a des chorégraphies qui n'étaient pas connues, elle n'était pas complètement dedans et tu as des gens qui sont en délire. Et en fait, j'ai aimé aussi le fait qu'à la sortie, tu as des gens qui ont dit que c'était incroyable, que c'était parfait. Tu as des détracteurs qui ont dit que c'était nul. Tu as des gens qui ont dit que c'était bien avec des imperfections. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a inspirée. C'est de me dire, putain, t'as beau faire un truc, que ça va être parfait pour certains, ça va être nul à chier pour les autres, ça va être inspirant pour d'autres avec ses imperfections. Et je crois que c'est ça qui m'inspire, en fait. Ah oui, mais j'aime ce que tu donnes comme exemple parce que vraiment, ça nous invite à nous autoriser. Toi, ça boucle presque par rapport au début de notre interview, cette idée de s'autoriser, en fait. Donc là, on arrive bientôt au terme de notre belle interview. Et du coup, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi concrètement oser être soi? Comment tu le déclines presque dans ton quotidien? Enfin, tu réponds comme tu as envie parce que mine de rien, c'est quand même chez les hypersensibles une quête, quelque chose d'assez fondamental, je trouve, qui revient souvent, en tout cas moi, dans les personnes que j'accompagne ou que je côtoie, on sent que c'est ce truc-là qui est fondamental, de oser exister avec qui on est, point barre, quoi, tu vois. Ouais. Alors, oser être soi, je vais peut-être répondre de façon étrange, c'est aussi s'accepter sur différentes personnalités, je pense, et que ce soit OK. Par exemple, finalement, oser être soi, pour moi, en fait, je pense que le pilier central, c'est être dans la joie. C'est pas forcément l'extasie tout le temps, mais c'est se dire, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je dis, ce que je vis, etc., etc. Toujours, et s'il y a des mauvais jours. Et finalement, je pense que dans oser être soi, c'est aussi arrêter de vouloir convaincre les gens qu'on est quelqu'un de bien, que ça fonctionne, etc. Et finalement, d'avoir ces différentes facettes. Moi, il y a des gens à qui je ne montre pas qui je suis, volontairement. Parce qu'il n'y a pas la confiance ou parce qu'il n'y a pas de... Et finalement, c'est aussi ça. Parfois, on se dit oser être soi comme si c'était oser être soi tout le temps. Et je pense que c'est oser être soi quand ça compte et pour notre bienfait. Il y a une technique je crois que c'est pour la CNV, qui est une phrase qui revient beaucoup, qui est être heureux ou avoir raison. J'adore cette phrase de communication. Alors, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les coachings en communication. Moi, quand j'aide mes coachés sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et en fait, je crois qu'oser être soi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas à prouver que je suis quelqu'un de bien. Et même si c'est dur, hein, je veux dire, moi aussi, il y a encore des jours où j'ai envie d'être aimée, d'être de tout le monde, que je vais être parfaite, etc. Mais je pense que la quête, c'est ça. C'est de se dire, ce qui compte, c'est d'être heureuse. C'est pas d'être validée de tous. C'est pas d'avoir raison par rapport à ça. Et donc, du coup, de pouvoir être soi, d'être rayonnante, d'être bien dans sa vie, de se sentir heureuse. Moi, je pense que je me suis jamais sentie aussi heureuse que cette année et que ça augmente tous les ans. Et j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais je cherche pas à convaincre et j'espère réussir à ne plus chercher à convaincre du tout et ne m'entourer que de gens avec qui ça résonne en étant moi et en étant dans ma joie. Ce que j'ai pas fait pendant beaucoup d'années. De ce que je fais toujours pas parfois, faut être transparente, on est toujours dans ces 80%, il y a des fois, on a envie d'être qui je suis quand je coach, qui je suis quand je travaille avec des célébrités, qui je suis quand je me montre en conférence ou etc. Et aussi qui je suis quand je sens qu'il n'y a pas ces valeurs communes, etc. Donc voilà, pour moi, être soi, c'est être dans sa joie et continuer à se dire que ce qui compte, c'est d'être heureuse et pas vraiment d'avoir raison. Voilà. Yes. Donc, il y a un vrai choix là. Oui. C'est se choisir. C'est ça. Et un choix de tous les jours pour le coup, hein, on est d'accord, hein, Mais et puis ça transparaît, je pense, tu vois, parce que tu l'incarnes, tu en témoignes en fait. Donc des fois c'est au-delà des mots. Je pense que et tu as dit quelque chose qui m'intéresse bien aussi, le fait de finalement c'est aussi un choix de dans certains milieux, dans certains contextes, avec certaines personnes, voilà, on en reste là et je n'ai pas plus effectivement à révéler plus de moi parce que c'est pas effectivement ça ne m'apportera pas plus et ça n'apportera pas plus certainement aux personnes et c'est ok, voilà. Et c'est une juste, j'aime beaucoup ce mot en fait ou cet adjectif plutôt, c'est cette justesse par rapport à soi ou être juste par rapport à soi en fait. Et tu as raison. En tout cas moi j'aime beaucoup ce critère de la joie parce que quand on le perd, on voit bien qu'il y a quelque chose qui déconne quoi. Et alors qu'on n'a jamais trop de joie, c'est quelque chose qui est souvent un guide. Moi, je dis très souvent, fais tes choix par joie et pas par peur. Déjà, tu sens quand c'est l'un ou l'autre, ça te guide énormément. Et tu vois, sur le fait d'être soi, typiquement,
on pourrait dire, par exemple, ici, être soi, c'est oser être hypersensible, c'est le montrer au monde, etc. Oui, mais soyez-le avec les bonnes personnes. Moi, je dis toujours en coaching, un conseil que je peux vous donner et que je donne vraiment dans mes coachings, qui est que tu n'as pas besoin de dire « je suis hypersensible », tu as besoin de donner tes besoins. Et très souvent, je pense que dans oser être soi, il y a un peu ce truc, et j'avais une de mes coachées qui a commencé comme ça en me disant « voilà, maintenant, moi, j'affirme et j'arrête pas de dire à tout le monde que je suis hypersensible, et sur son casier du boulot, elle dit « je suis hypersensible ». Et finalement, elle s'était attirée à elle des gens qui n'ont pas, et c'est aussi quelque chose que j'avais échangé avec une d'entre elles, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'en face, il y ait cette conscience du sensible. Si vous parlez d'hypersensible à des gens qui n'ont aucune connaissance ni compétence d'hypersensibilité, les gens ne vont pas recevoir l'information, voilà, et ça va plus vous emmerder qu'autre chose. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire qu'on est hypersensible, hein, c'est pas ce que je dis. C'est juste que dans ce cas-là, c'est toujours plus performant de se dire, en fait, moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin bref, peu importe le besoin dans la situation. Et finalement, on rejoint ce truc de moi, il y a des gens à qui je ne vais pas parler de mon hypersensibilité, ou je ne vais pas montrer ma facette femme-enfant, pétillante, machin, parce que je ne sens pas le retour, je sens pas. Et finalement, c'est là où, par contre, l'intuition très puissante des hypersensibles est importante. Et quand vous ne sentez pas la personne, vous n'avez pas besoin de le convaincre de qui vous êtes et de ce que vous êtes et d'oser être vous avec cette personne, parce que finalement, déjà, vous n'en avez pas besoin et vous n'avez pas besoin de la validation de tout le monde. Et moi, il y a des gens à qui j'ai pas envie de montrer qui je suis et j'en ai pas besoin. Et finalement, je veux pas convaincre que mon hypersensibilité, elle a de la place. Elle a de la place. Elle est merveilleuse et elle est merveilleuse avec les bonnes personnes. Ouais. Yes. Merci infiniment pour ton authenticité. Merci. Cette joie, aussi cette envie de partager en fait en simplicité et en même temps de manière intense aussi. J'aime beaucoup parce que du coup tu es généreuse en fait dans tout ce que tu partages. Merci. Donc merci beaucoup Élise. Avant qu'on se quitte de cette belle interview, si tu as envie, parce que du coup les personnes qui nous écoutent, qui nous écouteront donc à partir donc du 1er mai et puis donc je sais que voilà c'est l'avantage d'une chaîne YouTube. Voilà, les personnes nous écoutent à tout moment et ça c'est génial. Oui, peut-être dans 5 ans, exactement. Voilà. Là donc en mai 2023, donc est-ce que tu veux nous dire ton actualité, davantage un peu ce que tu proposes, tes projets, voilà. Avec plaisir. Alors du coup, au jour d'aujourd'hui, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles, comme on le disait, qui n'ont plus envie de se mettre des limites et qui en ont marre de se dire il faut que je sois, soit j'ai une carrière, soit j'ai un couple épanoui, soit j'ai de l'argent, soit j'ai de l'épanouissement, bonheur personnel. Non, on peut tout avoir en fait et fini les concessions. Je vous le disais, vous méritez le meilleur et ceci est non négociable. C'est une phrase qui me porte et qui moi-même m'a aidée parce que j'ai pas toujours pensé que je méritais le meilleur. J'ai pas toujours pensé que je méritais d'être heureuse et j'ai eu besoin aussi de ce mantra pour me guider, donc je le transmets aujourd'hui. Sauf que je le transmets avec les outils. Donc pour celles qui ont envie de travailler avec moi, si l'énergie résonne, si les valeurs résonnent, c'est très simple. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Toujours pareil, aujourd'hui, c'est soit Élise Bouskila, soit Élise Pom Pom Girl. Vous pouvez me retrouver voilà, sur Instagram, sur mon site internet. Et puis peut-être que dans des années, l'internet aura changé. Vous tapez mon nom et puis vous verrez ce qui sort. Je pense que vous retomberez sur moi. Et puis, pourquoi Élise Pom Pom Girl? Puisqu'il y a aussi cet accompagnement et que ça a commencé avec ce corps-là. Vous pouvez me retrouver pour des stages qui sont les stages émancipation, qui sont des stages où la danse te sert à prendre confiance en toi, à te sentir belle, sexy, bien dans ton corps. Et surtout dans quelque chose dans la joie aussi, où on va respecter notre façon d'être, notre sensibilité. Donc voilà, c'est de la danse, mais c'est de la danse pour se faire du bien, pour se faire plaisir et pour prendre soin de soi et continuer à se développer. Donc ça, pour l'instant, ça se passe à Paris. Une partie en ligne qui devrait ressortir bientôt pour celles qui le souhaitent. Et voilà, n'hésitez pas à venir tout simplement me rencontrer en fait, c'est-à-dire venir m'envoyer un message, me dire on t'a vu sur la vidéo de Lydia et de pouvoir savoir ce qui existe spécifiquement puisque y a plein d'offres, plein de possibilités. Parce que ce qui compte, on l'a dit, c'est le résultat en fait. Et donc du coup, tout dépendra du besoin de chacune, mais en tout cas, c'est des accompagnements et beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi.
Alors, on vous souhaite du peps, on vous souhaite effectivement de la légèreté, on vous souhaite aucune concession et d'aller vraiment vers votre bonheur, votre épanouissement dans tous les domaines. C'est vraiment ça qu'on vous souhaite. Évidemment, ça va un peu plus vite quand on se fait accompagner, mais il n'y a Et pas oui, d'obligation. Je crois que c'est chacune son chemin, chacun exactement. son chemin, toujours se respecter, toujours se choisir et être dans cette joie, comme nous disait Élise, ça c'est un critère numéro 1. Oui, Alors, on va rester exactement. sur la joie. On vous embrasse très fort. Je t'embrasse, Élise. Merci. Au revoir et Bye à une bye. prochaine interview pour ceux et celles qui nous suivent, qui me suivent.